Allez, c'est bon. C'est bon? Bien. Bonsoir, cher public. Merci pour votre présence et merci à toutes celles et ceux qui ont pris leurs adhésions. J'ai vu que ça se bousculait beaucoup à la table, j'en suis ravie. Merci à vous, François Host, que nous avons la chance de recevoir à nouveau. Et merci pour votre fidélité au CML. Alors, vous êtes juriste, philosophe, mais aussi écrivain et dramaturge. Vous êtes l'auteur de nombreux livres en théorie du droit et du droit de l'environnement. Vous avez fondé l'Académie européenne de théorie du droit et vous êtes un des pionniers du courant droit et littérature. Alors, vous êtes, entre autres, l'auteur de Raconter la loi aux sources de l'imaginaire juridique en 2004 et votre dernier ouvrage, Le Congrès et autres contes juridiques que je vous invite vivement à lire. Si nous avons choisi comme thème pour ce nouveau cycle les pouvoirs de l'imaginaire, c'est parce qu'il n'y a pas d'œuvre humaine qui ne porte l'empreinte de l'imaginaire. L'art, sous toutes ses formes, le domaine religieux, politique, scientifique, mais il y en a un domaine où on l'attendait moins, enfin en tout cas moi, c'est celui du droit, jusqu'à ce qu'on vous lise, François Host. Alors vous nous invitez à une plongée dans les grands récits d'hier et d'aujourd'hui pour revenir aux sources du droit qui ont façonné notre relation aux autres et au monde. Alors ces récits, fruits de l'imaginaire, aussi étonnants que cela puisse paraître, permettent de renouer avec la réalité en l'incarnant, en travaillant le cœur vivant du droit. Et si nous parlons de cœur vivant du droit, cela laisse supposer qu'il n'est pas un cœur de pierre ou de marbre, mais bien qu'il continue à battre pour se renouveler, inventer d'autres images, d'autres modes de représentation dont notre monde contemporain a besoin pour aujourd'hui et pour demain. Je pense notamment à la question migratoire, à celle de l'environnement, des relations internationales et bien d'autres. Alors, François Host, merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie, chère Madame Daru. Je suis vraiment très, très heureux de me retrouver parmi vous. Je n'ai plus fait le compte, mais ça doit être la 3e ou 4e fois, et j'en suis vraiment ravi. Je n'hésite jamais lorsque je reçois votre invitation. Je réagis tout de suite à une chose. Vous venez de parler du cœur qui peut parfois être tendre de la loi, même si on dit dura lex et lex. Ça me fait immédiatement penser à Victor Hugo, qui, dans Les Misérables, met finalement dans la bouche de l'inspecteur Javert, le terrible inspecteur Javert, une larme dans l'œil de la loi. Une larme dans l'œil de la loi lorsqu'il comprend que finalement sa sévérité à l'égard de Valjean est peut-être malvenue. Voilà. Donc merci de votre invitation et bravo, félicitations pour le thème qui vous rassemble cette année, le thème de l'imaginaire. J'avais beaucoup aimé un des thèmes précédents qui était celui de la confiance et maintenant l'imaginaire qui est essentiel. Essentiel parce que nous nous enorgueillissons d'être des homos ou des moulières sapiens, homo sapiens, on est très fiers d'être voués au savoir. Je pense qu'avant d'être sapiens, nous sommes des homo fabulateurs, des gens qui nous racontons des histoires. Et la grande romancière américaine Nancy Houston a écrit un beau livre que je vous recommande et qui, pour parler des hommes et des femmes, parle de l'espèce fabulatrice. Donc, homo fabulateur. L'imaginaire est à la source de toutes les entreprises humaines, toutes, les arts bien entendu, mais aussi les religions. Les religions, c'est évident. Je me rappelle ces vieux manuels d'histoire sainte, la Bible, c'est toute une série de choses, mais c'est aussi et peut-être d'abord un formidable réservoir de récits. Les grandes découvertes scientifiques, ça vous étonnera peut-être plus, mais je suis prêt à défendre
cette thèse. Les grands découvreurs, les grands savants sont des gens qui ont eu une intuition, un éclair de génie, dit-on, et la théorie vient après. La théorie verbalise, met en chiffres, en équations, en lois, tout ce que vous voulez, une intuition qui est narrative. Et c'est pour ça qu'il faut faire de la science, d'ailleurs, dans sa langue maternelle. Pas toujours l'anglais d'emprunt, l'anglais c'est bon pour le communiquer, la science, mais dans sa langue maternelle, celle où l'on peut avoir des intuitions, des images, des métaphores. On voit le monde comme ceci ou comme ça. Donc les grandes découvertes scientifiques, même Poincaré, le mathématicien, disait ça, les grandes découvertes scientifiques partent d'un éclair de l'imagination. Les systèmes politiques, les constitutions juridiques également. On disait qu'on faisait comme si. Et nous attachons foi, nous croyons à ce comme si. Celui-ci prend bientôt plus de consistance que le réel lui-même. Je pense à un domaine où on ne l'attend pas, l'imaginaire, l'économie. Mais la monnaie, qu'est-ce que c'est que la monnaie ? Sinon une fable à laquelle nous croyons. Et quand nous cessons d'y croire, le système monétaire s'écroule, la monnaie ne vaut plus rien. C'est ce qu'on appelle le crédit. Si le crédit ne traduit pas notre attachement, notre confiance à ce bout de papier, la confiance que la Banque centrale nous le remboursera, eh bien, comme on l'a parfois vu dans les sociétés. Donc, l'imaginaire est à la source de toutes nos institutions, comme l'a dit aussi l'historien Harari, une petite histoire de l'humanité. Alors, comme théoricien du droit, je travaille à creuser cette hypothèse depuis une vingtaine d'années, depuis le moment où Adil Jacob a publié, comme vous l'avez rappelé, mon ouvrage « Raconter la loi aux sources de l'imaginaire juridique ». Alors j'ai créé j'ai créé des cours dans mon université de droit et littérature, et puis un jour j'ai décidé de lâcher moi-même le bord de la piscine et de me risquer, peut-être pas des traversées transatlantiques, mais en tout cas du cabotage, en écrivant ou des pièces de théâtre ou des contes juridiques. Vous en avez quelques-uns sur les tables à l'entrée, dont un, j'en suis très content de le dire, qui a eu, le premier tome a eu le prix de l'Académie littéraire du Var. Et j'ai reçu ce prix exactement à 20 mètres d'ici, dans le Grand Rond. Alors mon éditeur Dalloz, donc la grande maison juridique très sérieuse Dalloz, qui me soutient dans cette entreprise depuis 6-7 ans, publie, en vue des faits, ceci c'est la minute publicitaire, un coffret cadeau regroupant les 3 recueils de contes. Voilà, c'est un peu vaniteux peut-être de faire ma propre publicité, mais c'est pour dire que je suis content de voir que la corporation des juristes et des éditeurs très sérieux prennent cette démarche au sérieux et pensent en effet qu'elle peut contribuer à l'intelligence, sinon la pratique du droit. Alors je pourrais vous faire aujourd'hui une conférence théorique sur les fondements imaginaires du droit et du politique. Je pourrais vous parler des bénéfices de la fiction pour penser le droit. Et j'essaye d'écrire un grand projet en chantier, une théorie narrative du droit. Mais ce soir, j'ai préféré faire preuve d'audace et d'imagination, non pas vous parler d'imaginaire, mais le mettre en œuvre. Alors, avec votre permission, je me propose de lire 3 extraits, j'en avais préparé 4, mais ce sera trop long, 3 extraits de contes juridiques dont je suis moi-même l'auteur, assortis d'une brève introduction, de façon, je l'espère, à vous convaincre du lien fort entre droit et imaginaire, de l'utilité de passer par la fiction pour approcher, comprendre, pratiquer le droit. Voilà, c'est votre jour de chance, donc ce soir, ce n'est pas une conférence trop théorique, mais je vous propose tout simplement de vous lire des contes, des extraits en tout cas, pour vous montrer que ça peut contribuer soit à comprendre des problèmes très fondamentaux, disons, de philosophie du droit, soit des problèmes très pratiques. Je donnerai un exemple en droit de l'environnement. Alors, mon premier thème, je l'ai intitulé « Du droit pour l'Arche de Noé », point d'interrogation. Donc, je vais développer un récit qui relève de la fable animalière, avec les
grands exemples d'Ésope et de La Fontaine, bien entendu, la fable animalière qui est un miroir réfléchissant les sociétés humaines. La question théorique, philosophique que je voudrais poser est de savoir si les sociétés humaines ont besoin du droit pour vivre heureux, libre, solidaire. Alors vous connaissez l'adage latin qui dit « ubi societas ibi ius ». Dès qu'il y a un groupe, dès qu'il y a une société, une communauté, il y a du droit. C'est à voir, je ne suis pas convaincu. La thèse mérite d'être discutée. Est-elle vraie, constatée empiriquement, et est-elle souhaitable sur le plan des valeurs? Dans la grande tradition de la pensée occidentale, cette question a été traitée, notamment dans la modernité, sous l'angle de la sortie de l'état de nature, l'entrée dans l'état civil, grâce à une institution que vous connaissez bien, qui est le contrat social. C'est une fable, personne n'a jamais vu un contrat social, c'est une légende. C'est une fable que nous raconte l'anglais Hobbes, son compatriote Locke, l'allemand Kant, le français Rousseau. Toute l'Europe, pendant 2-3 siècles, et jusqu'à aujourd'hui encore, continue à voir dans le contrat social le fondement de nos institutions juridiques. Donc l'idée est très simple, c'est qu'au début nous étions dans un état sauvage, inorganisé, l'état de nature. On s'est rendu compte à un moment donné des avantages de se donner des institutions, des lois, des juges, une police. Et comment le passage s'est-il fait? Grâce à la fable du contrat social que nous aurions passé les uns avec les autres pour nous abstenir de faire usage de notre supériorité, si c'est le cas, de notre force, en compensation d'un égal sacrifice de l'autre, et donc de confier le règlement de nos différends à un juge qui lui-même appliquerait des lois, etc. On est parti dans l'état civil. Donc, je voudrais tester cette hypothèse en faisant une expérience de pensée avec vous. Que se passerait-il si nous étions enfermés, par exemple, dans ce local pour une durée indéterminée? Nous formerions alors une petite société involontaire, sans doute, mais une société. Eh bien, notre survie passerait-elle par l'établissement de lois, de règles, peut-être d'une instance pour régler les conflits? Je transpose cette expérience de pensée sous forme narrative en nous plongeant, l'espace de quelques minutes, dans l'Arche de Noé. Alors, je commence la lecture d'extraits de ce conte. Au début, il avait fallu parer au plus pressé. Des places pour chacun avaient été aménagées. Les poissons dans les soutes, noyés comme des ballastes. Les oiseaux dans la mâture, les insectes dans l'entrepont, les mammifères à l'air libre sur le pont. Ces derniers posaient le plus de problèmes. Déjà, les chacals lorgnaient avec gourmandise du côté des gazelles. Il ne faudrait pas quelques jours, Noé en était persuadé, pour que la croisière de survie se transforme en désastre. Mais de quelle autorité jouissait-il pour imposer un peu d'ordre sur ce navire dont le Très-Haut lui avait confié la barre? Les humains ne venaient-ils pas de se signaler par leur incapacité à vivre ensemble, paisible, en bonne intelligence? Et maintenant, cette arche providentielle, n'était-elle pas l'occasion d'innover enfin en matière de gouvernance, comme dans un laboratoire de survie? Réunissant par nation son singulier équipage, le patriarche leur tint à peu près ce langage. Merci La Fontaine. Mes amis, le ciel aujourd'hui nous épargne, mais il nous faut organiser notre vie sur le bateau. Pour en délibérer, je suggère que vous élisiez un représentant des 4 genres que la nature a distingués. Cette consigne parut sage, et voilà que les députations se mettent en place. Sur le pont, parmi les mammifères, l'affaire fut aisée. Il suffit que le lion secouât sa flamboyante crinière pour que, d'un accord tacite, tous lui accordassent leur suffrage. Nul n'aurait songé, lui, contester la primauté. Au sein du peuple aquatique, ce fut le dauphin qui recueillit le plus grand nombre de voix.
Son esprit et sa proximité avec les hommes étaient unanimement reconnus. Dans l'entrepont, les insectes confièrent le mandat à l'abeille, dont l'organisation rigoureuse des ruches et la conformité sans faille à la règle étaient légendaires. Enfin, parmi la nation ailée, ce fut, en dépit de ses protestations d'innocence et d'incompétence, la blanche colombe qui recueillit la palme. Réunissant en assemblée son petit monde, Noé ouvrit les assises de ce qu'il fut convenu d'appeler désormais le Conseil de l'Arche. Sans détour, il expose le point. Par la grâce divine de tous les êtres vivants, nous avons échappé à la destruction. Mais demain, si nous n'y prenons garde, nos maigres réserves s'épuiseront. Or, nul ne sait le temps que durera ce déluge. Il nous revient donc le devoir de garantir la perpétuité de nos espèces respectives, alors que menace tant l'entre-dévorement que la reproduction incontrôlée. Il s'impose donc, mes amis, de nous fixer des règles indispensables à notre survie. Alors dites-moi, sur quels principes allons-nous nous accorder? Bien parlé, vrombit l'abeille. Il est temps d'introduire ici un peu de discipline. Tout va à volo sur ce bateau. J'en ai vu qui se goinfrent dans les réserves à grains, d'autres qui forniquent sans vergogne, et personne ne semble se préoccuper de la navigation. Mes mandants exigent des règles contraignantes et précises, qu'en chaque instant, chacun sache où est son devoir. Billevesée, ricana le lion. Depuis que le soleil s'est levé, le monde vivant s'est toujours passé de règles et s'en est toujours bien porté. La loi naturelle nous sert de guide et nous garantit par mécro la liberté, qui est notre bien le plus précieux. Allons donc, une averse prolongée devrait-elle nous détourner de cette sagesse immémoriale? Ce serait folie de s'écarter de cet ordre pour satisfaire aux caprices de je ne sais quel passager des entreponts. Sans doute, convint le dauphin, auquel dans l'entretemps on avait confié la présidence des débats. Sans doute, mais reconnaissez, honorable confrère, que votre liberté est celle du loup dans la bergerie. L'ordre naturel dont vous vous réclamez est celui de la jungle, où tous les coups sont permis. Ce n'est pas l'absence de loi que vous prisez, c'est la loi du plus fort, la vôtre. Je doute que la plupart des membres de votre confrérie puissent y souscrire. Et puis, vous-même, qui dit qu'un jour vous n'aurez pas besoin d'un plus petit que vous? Duralex et lex, grogna le roi paresseux qui se piquait volontiers de latin. Le monde est ainsi, et nous n'avons que faire de vos utopies niveleuses. Ce n'est pas encore d'aujourd'hui, par mes crocs, qu'un facochère m'imposera sa loi. Mes amis, susurra la blanche colombe qui voltait affairée de l'un à l'autre, l'heure n'est pas à la dispute. La paix soit avec chacun d'entre vous, et que sur les flots règne la concorde. Point besoin de loi, en effet, mais d'amour. Que chacun prenne soin de son voisin, se sacrifie pour lui au besoin, et tout ira pour le mieux dans la cité nouvelle que nous destine le Créateur. Viens me redire cela à l'oreille, ma jolie, ricana le lion, l'œil mauvais. Puis, se tournant vers Noé, et d'ailleurs vos affaires ne nous intéressent pas. Ce sont les turpitudes des hommes qui ont provoqué ce déluge. Alors, débrouillez-vous avec votre Dieu, inventez toutes les règles que vous voulez, mais fichez-nous la paix à nous les animaux. Laissez faire l'évolution vitale, laissez passer la sélection naturelle qui, parmi nous, élit les meilleurs et garantit ainsi, mieux que tous vos artifices, le triomphe de la vie. Ça, c'est un premier débat. Donc, je vous dis, je vous lis des extraits du conte. Le dauphin intervient pour dire, bon, donc il faut des lois, mais alors, lesquelles? Je reprends la lecture. Le dauphin dit, tous nous sommes embarqués sur le même navire, nous n'avons qu'un seul. De notre détermination dépendra notre survie. Je demande donc aux honorables membres du Conseil d'avancer des propositions. Une fois encore, ce fut le lion qui réclama la parole.
Eh bien, si vous tenez absolument à légiférer, par mes crocs, je vous propose de consacrer solennellement la propriété privée qui est l'âme de toute législation, l'alpha et l'oméga de toute constitution bien ordonnée. Bannissons la tragédie des communs, tout ce qui est mis en commun, dont tout le monde aura fait la triste expérience. Vous le savez bien, laissez à tous le libre accès à un territoire, il se transforme aussitôt en désert. Cessez de surveiller vos proies, il ne vous en restera plus une d'ici la prochaine lune. Alors, imposez plutôt la propriété comme le droit absolu d'user et de jouir de son bien. Parenthèse, la formule est celle de l'article 544 du Code civil, Code Napoléon, la propriété est le droit d'user et de jouir de façon absolue de son bien, et vous ferez l'économie de toutes les autres lois. Mon collègue est habile raisonneur, l'a interrompu le dauphin, et je ne doute pas que la fable qu'il nous rapporte recueille un large écho. Mais je crains que sa proposition ne soit qu'une variante de la loi de la jungle qu'il nous a déjà proposée. Par ailleurs, la tragédie change de camp aujourd'hui. C'est celle des anti-communs, la tragédie, si j'ose dire. Toutes ces ressources stérilisées parce que accaparées, non partagées. C'est du partage dont nous avons besoin et non d'accaparement. Que chacun, assuré de sa part, ménage celle des autres. Voilà le commandement qu'imposent les circonstances. Du reste, l'ordre naturel dont mon honorable confrère se réclame si souvent ne manque pas d'exemples édifiants de solidarité animale et d'ingénieux partage de ressources. C'est le moment que choisit l'abeille pour intervenir. Je suis au regret de vous dire, vrombit l'obstinée butineuse, je n'entends rien à vos sophismes académiques. On dirait que vous discutez dans le confort d'un salon, alors que sur cette arche, nous jouons nos ailes et nos écailles. Personne sur ce bateau ne semble prendre la mesure, la gravité de la situation. Eh bien, je réclame, quant à moi, des mesures immédiates et drastiques, les sanctions les plus sévères à l'égard de tous ceux qui y contreviendraient. Tout, du réveil au coucher, doit être réglementé. La nature est réglée comme une horloge, et le petit dérèglement serait funeste à tous. Tout doit être mis en commun, et la conduite de chacun subordonnée au bien-être de tous. Une fois encore, ce fut le dauphin qui entama la discussion. Vous êtes bien avisés, chers consoeurs, de nous rappeler le cadre de notre discussion, et il vous honore de vous soucier de l'intérêt général. Mais précisément, je vous le demande, qui définira le bien-être de tous dont vous vous réclamez? Nos débats ne montrent-ils pas que nous en avons les uns et les autres des conceptions bien différentes? L'expérience atteste par ailleurs que des lois contraignantes suscitent la défiance et la révolte plutôt que l'adhésion. Leur application et bientôt leur définition seront confiées à quelques dirigeants qui se croiront éclairés, un parti qui se dira tout-puissant, et bientôt la dictature s'installera. Par ailleurs, que gagnerions-nous à tout régler dans le détail? On n'en fait jamais assez à ce régime. Et promulguée d'une heure, la loi est déjà promise à changement. Non, il est beaucoup plus sage, ce me semble, de nous en tenir à quelques grands principes, laissant les contentieux aux juges et les détails aux administrations. Je n'ai pas l'éloquence du président, fit alors l'abeille dont le vrombissement était devenu sifflant. Mais j'aimerais tout de même rappeler que sur ce bateau, nous représentons les masses. De nous tous, les passagers de l'entrepont, nous sommes les plus nombreux. Et il serait dangereux de ne pas nous écouter. L'argument est irrecevable, fit le dauphin soudain très ferme. En participant au Conseil de l'Arche, en prenant part à cette discussion, nous avons tous convenu de jouer le jeu du dialogue sans contrainte et de nous soumettre à la loi de l'argument le meilleur. La menace ne fait pas partie des coups autorisés. Bien sûr, personne n'ignore que les insectes sont la majorité sur Terre, et il est sans doute judicieux d'écouter le point de vue de cette majorité, mais elle ne vous donne pas de titre à imposer comme telle votre loi. C'est du débat,
et de la confrontation des opinions que surgit la loi légitime que nous cherchons. Mes amis, poursuit le dauphin, il nous faut décider maintenant que chacun s'est exprimé. Certains recommandent de s'en tenir à la loi naturelle, d'autres se réclament du droit positif. Derrière la loi naturelle se fait entendre tantôt le règne de la force, tantôt l'exigence de l'amour. Et en fait de droit positif, certains visent un droit détaillé et rigoureux, tandis que d'autres, nous venons de l'entendre, se contenteraient de recommandations et de récompenses. La carotte, ou le bâton en quelque sorte. Eh bien, toutes ces propositions ont du bon, et au moment de la synthèse, il serait dommage d'en négliger l'une ou l'autre. L'honorable représentant du pont, le lion, se réclame de la liberté. Et oui, que serions-nous en effet, les vivants, sans la liberté? Mais l'infatigable travailleuse des ruches lui oppose la précieuse égalité. Mais faut-il vraiment les opposer? Qu'est-ce que la liberté sans l'égalité, sinon l'hégémonie et la domination? Et qu'est l'égalité sans la liberté, sinon la contrainte et la répétition? Et puis aussi s'ajoute la voix de la nation ailée qui nous attire vers les hauteurs de la fraternité. Ici encore, pourquoi exclure et choisir? Sans liberté ni égalité, la fraternité est tout simplement inconcevable. Mais quand elle y ajoute son inspiration généreuse, elle leur confère une force bien supérieure à la peur de la sanction. Mes amis, pour être durables, nos lois doivent s'appuyer sur la force, mais aussi s'inspirer de la fraternité. Notre arche n'est ni une prison qui marche au fouet, ni un paradis où l'on communie dans l'amour. Des souterrains matures, les lois que nous devons adopter vont nous égaliser malgré nos différences qui demeurent. À tous, aux forts comme aux faibles, elles accordent une égale protection. Mais elles devront se garder d'empiéter plus qu'il ne faut sur nos libertés, sous peine de nier nos précieuses différences. Gardons-nous par ailleurs d'enchaîner l'avenir au-delà de ce qui est raisonnable. Notre administration pourvoira au détail, à mesure que le besoin s'en présentera. Quant aux tribunaux que nous allons établir, ils régleront les conflits en tenant la balance égale entre les règles générales que nous aurons adoptées et la singularité des cas qui ne manqueront pas de se présenter. Ce discours fit forte impression sur l'Assemblée, chacun se sentant soudain grandi, et de Solon ou Lycurgue partageant l'auguste mission. Aussi allait-on s'accorder sur les trois principes suivants. 1. Il est interdit durant le séjour sur l'arche de consommer quelque autre produit que ceux contenus dans les réserves du bateau. 2. On s'abstiendra durant la même période de tout rapport sexuel non protégé. 3. On confiera au Conseil le soin d'adopter toute autre règle générale en cas de nécessité. Une administration sera mise en place ainsi qu'un tribunal de l'arche. Voilà, en résumé, c'est la substance du premier conte. Vous voyez que, mine de rien, on a abordé quand même pas mal de problèmes très fondamentaux de philosophie du droit. Faut-il du droit? Si oui, quel droit? Un droit très contraignant ou un droit de la fraternité? Vous voyez bien que c'est entre les deux que se trouve la juste mesure, que la balance, qui est le synonyme, le symbole, l'allégorie du droit et de la justice, l'entre-deux que la balance suggère. J'ai écrit un livre, Le droit entre violence et amour. Et le droit emprunte un peu des deux parce que nous ne sommes ni sur terre, nous sommes sur terre et donc ni en enfer ni au paradis. Voilà, et d'autres aspects de la loi ont été abordés. Voilà un premier bénéfice des contes. Si je devais faire, comme je l'ai en effet beaucoup dans ma carrière, un cours de philosophie du droit, l'histoire du droit naturel, je pourrais commencer par ça pour ouvrir les oreilles, bien disposer les cœurs, et grâce à ces oreilles ouvertes et ces cœurs bien disposés, pouvoir introduire des considérations plus scientifiques, plus techniques. Le conte sert aussi à illustrer, à permettre de penser
penser out of the box des problèmes d'actualité et des problèmes de droit positif. Donc, il n'est pas réservé aux cours un peu marginaux de philosophie du droit. J'ai fait aussi des cours de liberté publique, des cours d'environnement. Ici, je vais vous lire des extraits d'un conte en matière d'environnement. J'ai dit penser out of the box, ça me permet au passage de signaler ceci. On associe généralement le droit avec la mémoire. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces qui entament le droit, vous allez sûrement dire, mon Dieu, il faut une grande mémoire, vous allez devoir absorber des polycopiés énormes. Le droit est associé à la logique formelle et à la mémoire, sans doute, mais fondamentalement, je pense que le bon juriste doit être capable d'imagination. C'est vrai pour le plaideur, c'est vrai pour le diplomate, c'est vrai pour le législateur. Si une situation humaine est nouée, ce dont on a besoin précisément, c'est une capacité de penser en dehors des cadres. Cette faculté d'utopie, c'est ce qui nous manque d'ailleurs le plus aujourd'hui. Un des malheurs contemporains, c'est la pensée plombée, le langage unique, la pensée unique. Nous ne croyons plus, comme en 1789, aux grandes utopies capables de transformer le monde. Donc, illustrer un problème de droit positif, je vais vous raconter, cette fois-ci le conte est un conte réaliste, l'histoire du naufrage de l'Amoco Cadiz, ce pétrolier géant, le 16 mars 1978, au large de la Bretagne. Il allait se fracasser sur les côtes de Port-Salut et causer une pollution gigantesque, 300 km de côte souillée. À l'époque, on disait que ce type de catastrophe relevait de la fatalité et pas de la responsabilité. On y voyait encore un accident. On ne comprenait pas que ce type d'accident qui avait fâcheuse tendance à se répéter à intervalles réguliers était lié à un système de surprofit lié à une faiblesse du droit maritime, à l'inexistence à l'époque, 1978, d'un droit de l'environnement digne de ce nom. Le droit maritime qui était d'application consacrait la toute-puissance du capitaine, maître après Dieu, le principe de la liberté des mers, se caractérisait par l'absence à peu près totale de contrôle de l'État côtier virtuellement menacé, qui ne pouvait pas intervenir. On faisait une différence stricte, ça va intervenir dans le récit que je vais vous faire, qui est un récit réaliste, entre la convention, quand le remorqueur est là, à quelques encablures du navire en détresse, distinction entre la convention de remorquage et convention d'assistance. Le tout sur fond de cupidité des armateurs et des affréteurs qui mettaient en circulation des navires poubelles dotés d'une simple coque, d'un gouvernail unique, avec un équipage incompétent et sous-payé, le tout bénéficiant de l'immunité des pavillons de complaisance dont je vais vous parler. Donc un conte réaliste pour expliquer les défaillances à l'époque du droit de l'environnement. L'Amoco Cadiz, construit 4 ans plus tôt par un chantier espagnol, est un supertanker conçu pour transporter du pétrole brut du golfe Persique vers l'Europe. Il mesure 334 mètres de long et jauge 109 000 tonnes, avec une capacité de transport de 233 000 tonnes, soit la longueur de la tour Eiffel et 30 fois son poids. L'équivalent à pleine charge de 9000 camions-citernes. Le statut juridique de ce navire est complexe. Battant pavillon libérien, pavillon de complaisance, il est formellement la propriété de l'Amoco Transport Company, société de droit libérien dont le siège est aux Bermudes. Mais il est géré par la société Amoco International Oil Company dont le siège est à Chicago. Dans la réalité, ces deux sociétés sont totalement dépendantes d'une troisième société américaine, la Standard Oil Company, comme l'établira plus tard le juge américain lors du procès qui interviendra 12 ans plus tard. Cette dernière, donc la Standard Oil Company, forme avec ses filiales un groupe pétrolier et chimique d'importance mondiale totalement intégré. Je précise encore que la cargaison de fioul lourd transporté est la propriété de la société hollandaise Shell. La Standard Oil avait dans l'urgence commandé l'Amoco Cadiz et 3 sister ships
à un chantier espagnol en 1974, lorsque le canal de Suez est fermé à ce type de transport. Ils sont tout simplement trop gros, trop lourds, et que le manque à gagner menaçait. Il s'agissait alors de contourner l'Afrique avec des bâtiments les plus volumineux possibles. L'avarie. Je vous raconte maintenant l'avarie, et vous allez voir qu'il y a un rapport avec le droit, parce que formellement, c'est un litige juridique discuté, négocié en pleine tempête au large de la Bretagne, qui allait retarder le moment du remorquage et donc provoquer la catastrophe finale. Alors que la Moko Cadiz taille sa route dans une mer très forte, à 7 miles de Ouessant, le timonier alerte l'officier de quart. La barre ne répond plus. Il est 9h45. Une minute plus tard, c'est la salle des machines qui appelle la passerelle. Le gouvernail est définitivement hors service. Il faut savoir que l'avarie s'était déjà produite dès le golfe Persique, mais chaque fois on avait dit c'est pas grave, on va arranger ça plus tard. Plus tard, un marin italien allait déclarer au juge d'instruction la fuite d'huile s'aggravait. J'ai tenté de l'arrêter, mais à un moment, le pièce à service, le circuit était unique et toute l'huile s'est vidée. Donc le gouvernail était bloqué. Voilà donc le pétrolier géant privé de direction en bordure du rail montant d'Ouessant à quelques encablures des récifs avec un vent violent d'ouest, le drossant inexorablement vers la côte. Alerté à son tour, le commandant Bardari se décide à envoyer un message de sécurité disant ceci: « Suis non manœuvrable, tenez-vous à distance ». Ce message, dans le code maritime, est plutôt banal. Il représente le tout premier degré dans l'échelle codifiée des incidents de la mer. Ensuite, Bardari se décide à appeler ses patrons à Chicago. Chicago, notons-le, le siège de la Standard Oil, et non les Bermudes, qui serait pourtant l'endroit naturel, puisque c'est celui de son armateur. En raison du décalage horaire, il n'atteint que le stagiaire de garde. Celui-ci lui recommande d'appeler à Gênes le représentant européen de la compagnie. Le stagiaire promet cependant de contacter le lawyer, le juriste de la compagnie, M. Phillips. Appelé entre-temps, le bureau de Gênes reste muet et la situation s'aggrave. Finalement, Bardari établit le contact avec son juriste de Chicago. Et là, j'en donne le verbatim, donc mot pour mot, les propos qui ont été échangés dans la tempête et que le procès a reconstitué. Quoi, vous venez encore avec ces ennuis de gouvernail? Oui, mais cette fois-ci c'est sérieux. La barre est bloquée sur bâbord et la tempête nous pousse vers la côte. Écoutez, chaque jour de retard nous coûte 27 000 $. Demain, en Angleterre, on vous enverra une équipe de techniciens. Mais puisque je vous dis que je ne sais plus manœuvrer, il me faut des remorqueurs tout de suite. Des remorqueurs? Écoutez, alors là, faites très attention aux termes que vous allez utiliser dans vos messages. Ne dites jamais que vous êtes en détresse. Demandez seulement un remorquage technique. Dites bien que vous vous activez à réparer votre panne. Méfiez-vous de ces compagnies de naufrageurs qui règnent dans les eaux étroites de la Manche. Il avait dit « breakers », littéralement en anglais « naufrageurs ». Donc les remorqueurs qui vous aident sont des naufrageurs. Aussi, évitez à tout prix l'intervention des services publics français, car maintenant, depuis la nouvelle convention de Bruxelles, ils auraient le droit de vous prendre en charge sans même que vous le demandiez. Allez, good luck. Facile à dire, avait dû penser le commandant Bardari quand on sirote un café dans un bureau feutré de Chicago. N'empêche, il tenait son autorisation. Il était temps. Sous l'effet conjugué du courant et du vent, la Moko Cadiz s'était mis en travers de la lame et dérivait tout droit vers la côte. Le message d'urgence, cette fois codé XXX, est envoyé à 11h20. Le pétrolier demande l'assistance technique d'un remorqueur. Alors c'est une chance, le remorqueur le plus proche n'est distant que de 13 miles. Il n'est autre que le Pacifique de la compagnie allemande Buchsir, commandant Weinert, qui venait d'appareiller pour le Nord et qui se déroule dans les 8 minutes qui suivent la réception de l'appel. 8 minutes plus tard, le commandant Weinert prend pour la première fois contact avec la Moko. Rassurant, il annonce son arrivée sur zone pour les 40 minutes. Et en professionnel expérimenté, Weinert tente d'évaluer le risque et la nature de la manœuvre qu'il s'apprête à effectuer et qui, en toute hypothèse, ne sera pas une sinécure. Quel est le tonnage de ce pétrolier?
Est-il chargé ou non? Quelle est la nature de l'avarie? Ces machines répondent-elles encore? Quoi? 223 000 tonnes de brut. Jamais aucun remorqueur au monde n'a remorqué un pétrolier non manœuvrant aussi lourdement chargé et dans des conditions pareilles. La météo annonce des rafales de 8 à 10 Beaufort pour l'après-midi. Dans ces conditions, lui dit-il, j'interviens, ça c'est du droit technique, sur la base du Lloyd's Open Form. Vous êtes dans une situation de détresse. Donc le contrat LOF, Lloyd's Open Form, est une convention autorisant de vraies mesures de sauvetage et non un simple remorquage classique. Et c'est bien ce que va s'efforcer d'éviter Bardary. Pour des raisons financières, ils perdent beaucoup plus d'argent s'ils acceptent qu'ils sont en détresse et qu'ils doivent vraiment être sauvés. Bardary n'est pas certain d'avoir très bien compris. Son anglais est approximatif et la communication est difficile au milieu des éléments déchaînés. Il demande simplement à Weiner de patienter. Il doit en référer à Chicago. À 12h08, contact visuel est établi entre les deux navires. Du moins, le Pacifique devine-t-il la masse du pétrolier pris dans les rouleaux. Engagé dans le travers, la Moco Cadiz accuse une gîte importante sur bâbord. À ce moment, le commandant du remorqueur demande pour la deuxième fois à Bardary s'il accepte la convention LOF. Mais ce dernier, embarrassé, se contente de donner les coordonnées de son patron, de son armateur à Chicago. « Je ne suis que le capitaine, dira-t-il. Le patron se trouve à Chicago. » Déclaration qu'il répétera mot pour mot plus tard au juge d'instruction français. « Je ne suis pas en situation de détresse, poursuit-il. Lancez-moi une remorque, vous me redresserez et vous me conduirez jusqu'en Angleterre, je suis attendu demain. » Weiner n'en croit pas ses oreilles, mais il n'est pas temps de discuter. Le vent de nord-ouest fraîchit encore et les brisants menacent à quelques miles. Il quitte le local du radio et prend alors le commandement de la manœuvre sur la passerelle arrière. Il s'agit de passer à quelques 30 à 40 mètres de l'arrière du pétrolier et à l'aide du fusil lance-amarre de lui envoyer la touline qui, une fois hissée à bord, permettra de haler la très lourde remorque métallique de plus de 15 tonnes. À 13h31, la remorque est enfin tournée sur l'avant de la Moco. Le Pacifique commence à tirer très lentement tout en laissant filer 900 mètres de câble, question d'amortir les chocs très violents en raison des embardées des deux navires. À ce moment, le remorqueur est à 80% de la puissance de ses machines. Sous l'effort, il vibre de la quille à la pointe du mât. Mais il faut bientôt se rendre à l'évidence. Malgré tous ces efforts, le Pacifique ne parvient pas à étaler la dérive. Les embardées cassent sans cesse l'air du convoi et fatiguent la remorque. Insensiblement, les deux navires dérivent vers les cailloux de la côte. En fait, le commandant Weiner ne se fait aucune illusion. Il sait très bien qu'il ne pourra jamais remorquer un pétrolier aussi chargé. Tout au plus espère-t-il de faire virer le monstre de quelques dizaines de degrés et de l'amener à la cape face à la lame. Ensuite, on attendra que passe le coup de vent et on tiendra sur place jusqu'à l'arrivée d'un second remorqueur. De son côté, le commandant Bardary croit toujours qu'il sera possible de s'en tenir au plan initial et de gagner la côte anglaise où des mécaniciens l'attendent le lendemain. Durant toute cette négociation, il y aura finalement eu peu de contacts directs entre les deux capitaines. Visiblement, Bardary privilégie les contacts avec Chicago et les deux hommes semblent agir chacun en fonction de leur appréciation personnelle de la situation. Si le pétrolier avait activement soutenu la manœuvre avec ses machines, le virage sur tribord aurait peut-être été possible. Mais jusque tard dans l'après-midi, Weiner ne saura même pas si les moteurs du pétrolier étaient en état de marche. Et puis un fait est établi. À aucun moment de la manœuvre, les autorités françaises n'ont été avisées de la gravité de la situation. A fortiori, on n'a jamais demandé leur aide. Tout restait l'affaire personnelle des équipages sur le terrain. Et par-dessus les épaules, relevait d'un contrat privé entre employeurs respectifs. Pour le reste, continuait à prévoir la règle de droit maritime, la confiance mise dans le jugement du capitaine, seul juge de la situation.
À 14h35, alors que Weiner se fait de plus en plus pressant, Bardari oppose un nouveau refus de la convention Loff. Plus tard, le capitaine italien prétendra même que Weiner se serait montré menaçant. Ce serait à ce moment qu'il aurait transformé la nature du contrat de remorquage en assistance, menaçant de ne plus tirer s'il n'obtenait pas satisfaction. Non, en fait, en raison de son expérience, Weiner réduisait parfois l'allure pour soulager la remorque soumise à une terrible tension à chaque embardée. Contacté par radio à Hambourg, le patron allemand du remorqueur s'énerve. Je me fiche de ces hésitations de cet enfoiré d'américain, dieser Bastardianki. C'est le verbatim. Hein. Depuis 1 heure, vous le remorquez maintenant. Le capitaine italien a accepté tacitement le contrat. Il peut toujours prétendre que ce n'est pas de l'assistance, mais les arbitres de Londres diront plus tard qu'il était objectivement en détresse. Tenez bon, le plus longtemps possible, je vous envoie un autre remorqueur. Sur une nouvelle proposition de contrat Loff, Bardari, qui n'a toujours pas obtenu le feu vert de l'armateur américain, oppose encore une fois un refus énergique. Les enregistrements des contacts radio reproduits au procès attestent qu'à 15h15, il aurait encore dit 3 fois non, non, non et non. Weiner, de son côté, officialise sa position en lui envoyant ce message, cette fois par le biais de Radio Conquet. Et comme ça, tout le monde peut l'entendre, les autorités françaises aussi. Je vous confirme que les services que je vous rends le sont sur la base du contrat de sauvetage Loff. Il faudra finalement attendre 16 heures pour que Bardari se rende à l'évidence et accepte la convention. En même temps, il signale au remorqueur que ces machines sont en état de fonctionner. Une vraie collaboration va-t-elle enfin s'établir entre les deux navires? Encore faudrait-il que les circonstances le permettent. Or, à ce moment, les conditions se sont encore dégradées. Le vent de nord-ouest est maintenant fermement établi à force 9 et des creux de 10 mètres au moins balayent les ponts des 2 bateaux. L'écume fait de longues traînées blanches à la surface et la mer est toute blanche jusqu'au rivage. Le déferlement des rouleaux est intense et brutal, s'abattant sur le Pacifique dans un bruit infernal. La visibilité se réduit encore et dans les violentes averses sous les grains, les 2 navires se perdent de vue. Et finalement, à 16h18, la remorque d'acier casse net. La suite, vous la connaissez, le bateau va être projeté sur les rochers et la marée noire allait commencer. Quel sens collectif tout cela avait-il? Qu'arrivait-il à la France, à la marine, à son littoral? Pour le savoir, dans les mois qui viennent, les élus du peuple se mobilisent, le Sénat notamment, qui met sur pied une commission d'enquête qui allait établir un rapport que j'ai lu, étudié, et qui est en tout point remarquable. Sa lecture attentive des événements évoque l'idée d'un étrange jeu de société que je me suis décidé d'appeler le Monopoly. Monopoly avec un I pour signaler oil, donc le jeu du transport de pétrole. Le jeu consiste à transporter par voie maritime, d'un point du globe à un autre, dans un temps minimum et à moindre frais, la plus grande quantité possible de pétrole. Naturellement, le jeu comporte des embûches et des pièges. Tempêtes, récifs sous-marins, pirates, courants violents, avaries, incendies, icebergs, mines immergées. Avant d'entamer une partie, les joueurs doivent attester de leurs compétences, certifiées par des brevets et des licences. Quant aux navires, ils doivent répondre à des questions de navigabilité, qui font l'objet de contrôles réguliers par des sociétés spécialisées. Chaque navire doit nécessairement avoir un pavillon, c'est-à-dire la nationalité d'un État avec lequel il représente un lien effectif et qui, en retour, doit être en mesure d'exercer un contrôle effectif de nature sécuritaire, technique, sociale à l'égard de ces bâtiments et de leurs équipages. Des conventions multipartites sont régulièrement négociées entre tous les États en vue de mettre au point ces règles minutieuses et de les adapter en fonction des nécessités. Ainsi, par exemple, des règles nouvelles redéfinissent les prérogatives des États côtiers et des États du port à l'égard des États du pavillon en vue de mieux garantir les règles de sécurité. De même, dans les nouvelles versions du Monopoly, de nouvelles conventions améliorent la réparation du préjudice subi par les tiers en raison de catastrophes maritimes.
Telle est du moins la théorie, bien décrite dans les modes d'emploi du jeu. Il se trouve d'ailleurs un certain nombre de joueurs qui pratiquent le jeu dans le respect de ses règles. Mais la vérité m'oblige à reconnaître que dans la vie réelle, le jeu prend le plus souvent une tournure assez différente. Il y a d'abord que la plupart de ces règles ne sont guère sanctionnées, ou quand elles le sont, le montant des pénalités est très largement inférieur aux gains que procure leur transgression. Par ailleurs, les autorités étatiques ou les sociétés privées chargées de leur inspection ne sont ni très nombreuses, ni très équipées, ni très motivées. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que les infractions soient plutôt la règle que l'exception. Du reste, le jeu de Monopoly présente cette particulier étrange de compter un très grand nombre de joueurs qui ne se sentent pas du tout liés par les règles du jeu. On les reconnaît aisément au fait qu'ils arborent un pavillon de complaisance, attestant leur rattachement à un État pirate. Ce dernier ne leur réclame quasiment pas d'impôts, n'exige pas de brevets particuliers des officiers, ne contrôle guère la navigabilité des navires ou confie cette certification à des sociétés complaisantes elles aussi. Ils ne se préoccupent guère des conditions de travail de leurs équipages, embauchés le plus souvent pour une seule traversée et payés des salaires de misère. Il faut préciser aussi que ces joueurs ne craignent pas les accidents. Ils ne sont pas très sérieusement assurés, leur responsabilité est plafonnée à des montants très bas, et si d'aventure un de leurs navires cause un dommage très important, ils peuvent tout simplement l'abandonner aux créanciers en dédommagement très partiel de leur préjudice, étant entendu qu'une société distincte est créée par navire. C'est la pratique dite du single ship. On comprend que dans ces conditions, les flottes des États de complaisance ne cessent de grandir. Même les joueurs réguliers sont tentés un jour ou l'autre de rejoindre leur rang. C'est que la concurrence devient intenable avec des partenaires à ce point privilégiés. Tel était l'étrange jeu de société que découvraient, stupéfaits et indignés les sénateurs français. Des mots étonnants venaient sous la plume des honorables représentants du peuple. Je cite: « À des normes juridiques relativement précises et peu contraignantes, correspond une situation où, trop souvent, la recherche du profit maximum conduit à l'anarchie et, en fin de compte, aux catastrophes qu'on connaît. » Alors, cette histoire a quand même une belle morale, c'est que les Bretons ne se sont pas laissés faire. Et il y a eu une très belle mobilisation des maires des communes bretonnes qui ont d'abord introduit un recours en justice en France, et puis comme en France le montant des réparations était plafonné très bas, ils sont allés porter leur litige chez l'armateur à Chicago, où là on pouvait attendre du droit américain un dédommagement beaucoup plus élevé. Par chance, le président du tribunal américain qui a connu cette affaire au cours des années suivantes était un ancien capitaine de marine, ça ne s'invente pas. Et on a eu là une décision finalement historique qui allait accorder pour la première fois des dédommagements importants aux victimes, enfin aux maires des communes bretonnes, qui allait bousculer l'écran de la personnalité morale de toutes ces sociétés fantômes et toucher au portefeuille, enfin là où ça fait mal et là où le portefeuille est bien rempli. Alors, il faudra encore attendre longtemps, il y aura d'autres catastrophes, dont celle de l'Erika, et là je mets ma casquette de professeur de droit un instant, je dis c'est suite à naufrage de l'Erika que la Cour de cassation française a pour la première fois consacré la notion de dommage écologique. Vous voyez, pensez out of the box, il faut du courage pour dire ça. Le dommage écologique, c'est le dommage de la nature pour elle-même. Alors vous allez me dire, ben, la nature n'est pas sujet de droit, il n'y a que son propriétaire, ses riverains, et puis la haute mer n'a pas de propriétaire. Eh bien non, l'opinion publique, à juste titre, a fait pression, les juristes ont fait preuve d'imagination et accepté l'idée qu'on puisse dédommager à un être juridique qui n'existe pas, préjudice écologique. Voilà. C'était mon deuxième exemple, un exemple de droit positif, après un exemple de théorie du droit. Alors, il est à ma montre 7h23. J'ai un troisième compte, mais
la règle du jeu avec Madame Daru, c'est que le volume horaire est d'1 heure maximum. Alors, est-ce que je compte un troisième compte ou pas? Oui. Alors, je vais de nouveau vous solliciter. C'est un peu comme dans un jeu radiophonique. Je vais de nouveau vous solliciter parce que j'ai un choix. J'avais préparé 4 comptes. Rassurez-vous, je ne vais pas vous en imposer 4. Mais j'ai un choix. Ou bien on termine sur une note un peu plus joyeuse et je vous raconte un conte imaginaire par lequel je suis un professeur de droit dans ma bibliothèque et j'ai l'impression que ma bibliothèque m'échappe. J'ai appelé ça la bibliothèque délivrée. Ça relève du réalisme fantastique. Ou bien, parce que nous partageons tous l'actualité et je pense que nous sommes tous sous pression à savoir ce qui va se passer la nuit suivante, j'ai écrit à l'époque un conte, à l'époque du premier mandat de Qui vous savez, sur l'Amérique juridique de Trump, et je l'ai appelé 3-2-1. Alors, vous préférez une 10... Alors, on va faire du Trump en manière d'exorcisme pour tenter d'écarter la menace. Le conte, je l'ai appelé 3-2-1 parce que j'avais écrit un livre sérieux de philosophie du droit sur le tiers. En un mot, pour dire que le droit, c'est le tiers. Vous voyez, ce sont déjà des menaces, des manœuvres d'intimidation. C'est Trump, voilà. Donc, le droit, c'est le tiers. Autrement dit, une société devient juridique à partir du moment où il est en capacité d'imposer un tiers entre A et B, les deux sujets de droit, qui tantôt pour le meilleur, tantôt pour le pire, sont engagés dans une interaction. Donc, j'ai écrit tout un livre de philosophie du droit là-dessus, le droit c'est le tiers. Alors, quand le tiers disparaît, eh bien, on peut penser que la société n'est plus juridique. Et mon analyse de la société trumpienne, c'est précisément qu'il instaurait, vous allez le voir, l'abolition du tiers. C'est l'histoire d'un pays qui prétendait abolir en tout domaine l'entre-deux, la faille, le pli, le doute. Un pays qui récusait le tiers, qui se détournait avec horreur du doute. Un pays tout d'un bloc, enfermé dans le carcan de ses certitudes, ébloui par l'évidence de ses vérités. Son nom, Binaria. Son drapeau, noir et blanc, avec un pouce levé au milieu. Le pouce levé était l'emblème du nouveau régime. Laïque, j'aime, j'adhère, j'en veux encore, toujours plus, du même. On le trouvait partout, en brassard, en bijoux, en bandeaux, sur les écrans, en autocollant, omniprésent. Bien entendu, l'emblème opposé, le pouce baissé, fleurissait également, mais malheur à ceux qu'il visait. Comme dans les anciens jeux du stade, il les promettait à une dangereuse stigmatisation. Virée. À vrai dire, le pays avait connu des jours meilleurs dans le passé. C'était seulement depuis l'arrivée au pouvoir de Selfidor, son nouveau président, qu'il était entré dans cette ère somnambulique. Bachelier en droit raté, devenu camelot de foire, puis aigrefin immobilier, ensuite animateur d'émissions de télé-réalité signalées pour leur brutalité, Selfidor habitait une tour, un gratte-ciel plutôt, si haut qu'il n'apercevait plus le sol et avait tendance à se prendre pour Jupiter lui-même. Il avait emporté les élections en imposant sa devise « Jamais 200 moi ». Au-delà du jeu de mots facile, ses électeurs étaient fascinés par ce slogan qui traduisait leur besoin d'identification. Il ne tarda pas à se transformer en mot d'ordre. À chacune des apparitions publiques du président, le peuple hystérisé reprenait en chœur le slogan transformé en aveu gourmand de soumission. « Jamais 200 toi, jamais 200 toi ». Ce régime ne tarda pas à provoquer des changements importants. Alors je fais un résumé, je passe notamment des changements dans le langage. Ça ne vous aura pas échappé que notre ami s'exprime avec un vocabulaire dont les linguistes ont pu établir qu'il était celui d'un enfant de 12-13 ans. De tous les changements qui s'opéraient sous la lumière zénithale de Binaria,
Les plus profonds étaient ceux qui affectaient le droit, sans doute en raison du ressentiment personnel que Selphidore nourrissait à son égard, mais aussi parce que de toutes les productions de la culture, le droit est certainement celle qui tient le plus directement au tiers, ce fameux tiers que le régime entendait éradiquer. Tertium non datur, tiers exclu, si du moins on s'était souvenu du latin et de la logique aristotélicienne. Le pays bénéficiait pourtant d'une vénérable tradition juridique et comptait nombre de juristes expérimentés, attachés à l'état de droit, à la défense des droits fondamentaux. Aussi, pour une fois, Selphidore dut prendre quelques ménagements, en dépit de sa détestation du droit, de ses formes byzantines, de ses qualifications abstraites, de ses présomptions et fictions alambiquées, de ses délais procéduriers, de toutes ces bizarreries en un mot qui faisaient écran et donc de l'ombre entre lui et les binariens. Les choses se firent donc par étapes. Au début, le travail de Sappe ne visait encore que les étrangers et le droit de l'extérieur, le droit international. Un jour, on interdit l'entrée sur le territoire national à un avocat étranger qui, l'année précédente, avait assuré dans son pays la défense d'une personne accusée de terrorisme. L'avocat eut beau faire valoir que sa profession défendait et représentait son client sans nécessairement s'identifier à sa cause, ni, a fortiori, épouser son comportement. Mais Selphidore n'en démordait pas, il n'entendait rien à cette distinction spécieuse. Le suspect est évidemment un coupable, et celui qui prend son parti tout en affectant de s'en distancier ne peut que jouer double jeu. Incapable de concevoir la scène tierce sur laquelle se déroule le procès et officient ses acteurs, l'idole ne raisonne qu'en termes de duplicité et de double jeu. En politique extérieure, le président n'entendait plus s'embarrasser de droit. À vrai dire, il considérait celui-ci comme la prolongation naturelle des rapports de force qui prévalent dans l'ère économique et la compétition militaire. Qu'une grande puissance comme Binaria eût à brider sa force en considération des plus faibles lui paraissait tout simplement contre nature. Aussi bien s'employa-t-il à dénoncer un à un tous les accords internationaux qu'avait ratifiés son pays, et c'est avec une même énergie qu'il dénonça la compétence des juridictions internationales qui auraient eu l'outrecuidance de juger un binarien. Fort de ce succès et conforté par une opinion publique toujours plus éblouie, Selphidore entreprit bientôt d'appliquer ses bonnes recettes à l'intérieur. Ce qu'il détestait par-dessus tout, c'était la loi abstraite et générale. Il lui préférait de loin le contrat qui se négociait en face à face et qui lui permettait d'affirmer sa puissance en divisant ses adversaires plutôt que d'avoir à se soumettre à une généralité abstraite et sans visage. Au fond, ce qu'il prisait, c'était le droit féodal, où le plus faible fait aveu d'allégeance au suzerain dans un geste juridique pas très éloigné des rituels de soumission animale. De ses contrats léonins, il avait acquis une expérience dans le monde de l'immobilier où il avait bâti sa fortune, et que la loi n'aille pas perturber un jeu aussi performant. Aussi se mit-il en devoir de démanteler systématiquement les textes que ses prédécesseurs avaient patiemment élaborés. Tout ce qui ressemblait à un statut, un droit, une procédure, tout ce qui en un mot mettait en place une garantie, en dépersonnalisant le rapport de base et en le rapportant à une généralité abstraite, gage d'égalité, tout cela lui était insupportable. Ainsi, des majorités parlementaires complaisantes s'employaient-elles à détricoter ces textes que des juges partisans nommés au poste stratégique faisaient mine d'oublier. À ces encombrantes lois générales, Selphidore préférait de loin les injonctions concrètes de son administration, ou mieux encore les mots d'ordre lancés par lui-même sur les réseaux sociaux. C'était comme une mobilisation générale avec aux commandes un chef de guerre, dont les instructions quotidiennes, les tweets, étaient censés mener les affaires au plus près des nécessités. Ou alors, c'était une autre stratégie. La loi était maintenue, en apparence, mais assortie de tant d'exceptions et de dérogations laissées au président ou à son administration qu'elle en perdait toute consistance.
l'histoire, l'exemple que je vous donne est réel. D'ailleurs, tout ce que je dis est réel. Ainsi, par exemple, une loi imposait-elle 5 légumes au menu des cantines scolaires. Lidl s'arrogeait le droit de décider ce que légumes signifiait. Ainsi, il décréta un jour que ketchup valait légumes, aux applaudissements de la galerie et à la plus grande satisfaction d'un de ses proches, mania d'une entreprise du secteur. Ici encore, comme pour la vérité, était droit ce que Selfidor décidait que droit était. Toutes ces idées trouvaient, comme on sent tout, un terrain d'élection en matière pénale. Qui aurait encore été assez naïf pour croire à la présomption d'innocence? Qui serait assez fou pour continuer à défendre l'idée que le doute profite aux prévenus? Du reste, à Binaria, terre sans ombre, on avait cessé de douter depuis longtemps. Qui se bercerait encore de l'illusion d'un amendement possible des condamnés? Après des siècles d'errement, la politique pénale était enfin devenue ce qu'elle aurait toujours dû être, radicalement préventive. La dangerosité en était l'objet et pas la culpabilité. C'était le risque qu'il fallait traiter et pas la faute. Ainsi, intervenait-on désormais avant que le mal social fût causé et pas après lorsqu'il est trop tard. Ébloui par ces nouvelles évidences, le peuple applaudissait jamais d'eux sans toi. Et bientôt, ils furent des millions dont le profil établi par des agences traitant les big data n'était pas exactement dans la ligne du binarien type, des millions à être fichés, surveillés, mis sur écoute, bientôt bagués, assignés à résidence ou placés sous camisole chimique. Bien entendu, le risque zéro n'existe pas. Aussi, Selfidor recommandait-il vivement le port d'armes aux bons citoyens. La puissante Association nationale d'armes à feu avait, il est vrai, largement financé sa campagne électorale. Invoquant pour une fois la vénérable tradition du pays, et même le droit naturel, Lidl avait proclamé que se défendre soi-même était un droit sacré, mieux un devoir dont devaient s'acquitter tous les patriotes. Aussi avait-on généreusement armé les concierges d'immeubles, les préfets d'école ou encore les portiers de tous les lieux publics, et c'était fou comme on se sentait en sécurité désormais, jamais d'eux sans toi. On devine que toutes ces salutaires réformes allaient bientôt concerner les institutions elles-mêmes, qui sont toujours les plus lentes à se réformer et les plus tenaces à survivre. Au début, Selfidor prit quelques ménagements à l'égard du Parlement notamment. Il tenait à ouvrir personnellement l'année parlementaire, à fixer l'ordre du jour des travaux, lui réservant des questions aussi importantes que la révision des jours fériés, par exemple. Mais l'institution perdit vite tout intérêt, les députés votant par cohortes entières et sans débat les textes que l'administration venait lui soumettre. Et puis, Lidl se mit à ironiser dans les tweets dont il abreuvait le pays, ironiser sur une idée aussi absurde que la séparation des pouvoirs. N'était-ce pas par définition ériger la méfiance en principe? N'était-ce pas organiser le blocage systématique des institutions? Un pays bien organisé, bien géré, ne devait-il pas plutôt construire la collaboration des pouvoirs? Et puis voyons, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, que valait encore cette idée de représentation? Comment avait-on pu s'accommoder des décennies durant de ce système qui supposait comme un écart entre les gens, puisqu'il fallait les représenter, un écart entre les gens et le législateur? Aussi bien un matin, le président annonça-t-il par un simple message la dissolution immédiate du Parlement et son remplacement par des assemblées directes de citoyens choisis aléatoirement parmi ses followers, invités à voter à l'instant, par voie électronique, les textes qu'on leur soumettrait. Une récompense financière importante était prévue en vue de départager tous ceux qui répondraient correctement à une question subsidiaire destinée à partager tous ceux qui auraient voté correctement, c'est-à-dire dans le sens de la décision majoritaire. Ici encore, le peuple applaudit et devint bientôt addict à ce jeu de loi d'un genre nouveau. La dernière institution à résister fut la justice. Au début, des procureurs courageux entreprirent même de défier le régime en instruisant des dossiers relatifs aux manœuvres électorales ayant conduit l'idole au pouvoir.
Mais les pressions qu'on devine, des démissions forcées si nécessaire, eurent vite fait d'étouffer ces velléités de résistance. Des juges complaisants ne se firent pas prier pour prendre la relève. Mais ce n'était pas encore assez pour Sélphidore. Entre lui et Thémis, c'était devenu une haine personnelle. Il détestait ce voile dont elle s'affublait, le voile de la justice, auquel il ne comprenait rien. Encore un signe de la perversité des juristes. Allez, dites-moi, quel homme sensé pourrait se vanter de trancher correctement les yeux bandés? Aussi se mit-il en devoir de lui arracher ce voile avec la même violence dont, de son propre aveu, il usait parfois à l'égard des femmes. Il coupa ses budgets, laissa dépérir les palais dans lesquels elle se rendait, réduisit ses prérogatives de 1000 façons. Aussi, personne ne s'offusqua le jour où, par simple suite à nouveau, l'idole mit fin à l'institution judiciaire, avantageusement remplacée par le système de sondage minute qui avait si bien réussi en matière législative. Un système généralisé de Online Dispute Resolution, donc résolution des litiges en ligne, assorti de primes et de bonus, donna bientôt toute satisfaction. Quant aux encombrants palais de justice, un concours d'idées fut lancé pour décider de leur affectation. Quelques-uns furent transformés en dancing, d'autres en centres de fitness. La plupart devinrent des centres, des studios de télévision où des animateurs tenaient le haut du pavé, organisant des émissions d'accusation et de confession publique qui connaissaient un grand succès. Les mois et même les années passaient. L'éclairage zénital était maintenant continu. 24 heures sur 24, les projecteurs braquaient leur lumière crue sur Binaria. Les hommes et les femmes allaient tels des somnambules, leurs paupières atrophiées, les yeux vides, monstrueusement dilatés. Le langage s'était maintenant réduit à presque rien. Langue de bois, quelques dizaines de mots, moins de 10 verbes. Et ce fut la fin. Synonyme de pluralité, on était passé au 2 du face-à-face. Mais sous l'emprise de l'idole, le 2 se ramenait au 1, jamais 2 sans moi. Et maintenant, le 1 s'éteignait à son tour, écrasé sous son propre poids. On avait rejoint le 0, vide, néant, aphasie, encéphalogramme plat. Ce ne fut pas un cataclysme vengeur, un séisme immense, les béliers de l'Apocalypse lancés contre la tour. Il se fit seulement qu'un jour, les hommes laissèrent tomber l'outil, car ils avaient atteint le point 0. Ils avaient rejoint le rien. Le néant avait aspiré le dernier mot, et un silence immense se fit. Binaria, comme un sablier en bout de course, s'était tassée sur elle-même, même pas un soupir dans la nuit enfin revenue. Jacques. Merci. Le breton, ancien marin de commerce, a livré à votre côte maritime. Et il m'a inspiré une question, la nature. Est-il envisageable en Europe qu'une entité naturelle, telle qu'un fleuve, une montagne, une rivière, puisse bénéficier d'une entité juridique et être pris en compte, comme cela peut se faire par exemple en Nouvelle-Zélande ou en Australie? Merci beaucoup de cette question. Donc je la rattache au thème général de l'imaginaire, la capacité d'imagination. Donc la question est de savoir si, pour protéger la nature, comme je pense tout le monde de bonne volonté le veut aujourd'hui, est-il opportun, est-il envisageable, est-il déjà réalisé que l'on accorde la personnalité juridique à une entité naturelle, un fleuve, un animal, une montagne,
que sais-je encore. La personnalité juridique, nous l'accordons à d'autres entités qu'à des humains. Aujourd'hui déjà, par exemple, une commune, par exemple, une société de commerce. Simplement, une commune, une société de commerce ont des droits et des devoirs adaptés à leur nature. Il n'y a pas, je ne sais pas moi, la liberté de se nourrir pour une commune. Okay. Donc, les exemples comme tels existent. Je m'amuse en disant, et c'est vrai que le Conseil de l'Europe a, dans une recommandation un peu curieuse, il y a quelques années, recommandé que l'on accorde la personnalité juridique à des robots. Par exemple, une voiture électronique qui écraserait votre enfant pour avoir une meilleure dédommagement. Accorder la personnalité juridique. Donc la question n'est pas saugrenue. D'autant moins saugrenu que, effectivement, vous êtes bien renseigné, monsieur, en Nouvelle-Zélande, le droit positif a consacré la personnalisation juridique du fleuve Wanganui, qui est habité, géré depuis des temps immémoriaux par les Indiens maoris, les peuples premiers. Et ça marche. Ça marche parce que ça correspond à une pratique environnementale séculaire de ces gens qui sont les riverains de ce fleuve. Ça correspond à une revendication politique, à un combat politique de ces populations maoris, et que je connais bien cette loi, elle a été bien élaborée techniquement, et je pense que ce droit reconnu au fleuve est tout autant des droits culturels consacrés aux populations et correspond à l'usage la mise en œuvre d'une responsabilité au quotidien de ces populations qui se sentent responsables de l'usage du fleuve. Alors, le thème est aussi connu et débattu dans toute une série d'Amérique latine, Pachamama, la terre-mère, et les constitutions de toute une série de pays d'Amérique du Sud consacrent en effet la personnalisation juridique de la nature. Même la France de Descartes, la France du Code Napoléon, qui a des territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie notamment, dans le droit de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie, il est fait allusion aux coutumes kanak et à sa conception du bien vivre, et donc la protection de la nature doit répondre, voilà. Donc même le droit français d'aujourd'hui entrouvre une petite porte grâce à la notion de pluralisme juridique et une conception souple de l'application territoriale du droit français. Je signale aussi que le statut juridique des animaux a changé en France, où le nouveau Code civil ne fait plus tout à fait, sans y avoir non plus complètement renoncé, d'un animal une chose. Le statut de l'animal dans le Code civil est normalement celui d'une chose. C'est étui de lunel que je peux envoyer à la poubelle, une chose. Le Code civil a considéré, défini désormais les animaux comme des êtres sensibles, bénéficiant d'un statut particulier, je dirais, entre la personne et la chose. Donc ça ne satisfait pas encore les défenseurs des droits des animaux, mais c'est bien la preuve que l'imagination juridique est en marche. Donc, moi, vous savez, il y a 20 ans, même 30 ans, j'ai écrit un livre en droit de l'environnement où je m'inscrivais en faux contre cette perspective. Je disais à quoi ça rime, ce qui compte, c'est la responsabilité des hommes. Mais comme on voit bien que le droit de l'environnement, malheureusement, n'a pas fait beaucoup de progrès en 30 ans, il en a fait, mais pas beaucoup, et surtout son effectivité n'est pas beaucoup plus grande, je me dis, mais pourquoi pas tout essayer? Et surtout, ce que je me dis, c'est si la personnalisation juridique des éléments de la nature fait sens pour certaines nations, dans certaines cultures, pourquoi pas? Alors si l'objectif est commun, protéger la nature, nous le faisons par le biais de la notion de responsabilité auquel je continue à croire, notamment la responsabilité écologique dont je parle. Et que pour d'autres, ça passe par la personnalisation de la nature, pourquoi pas? Voilà, c'est comme ça que je répondrai. Une autre question? Il n'y a pas de foule, il n'y a pas d'empressement. Tiens, Il y a une question à la tribune. Oui.
Merci Jacques. Voilà, pour vous avoir entendu sur l'Arche de Noé, je me suis dit que dans l'Arche de Noé, la question de l'agencement, la place de chacun était quelque chose de très important. Et je vois par exemple, je ne pense pas que dans l'Arche de Noé, on ait mis l'agneau à dormir avec le loup. Parce que je pense que l'agneau n'aurait sans doute pas bien dormi. Enfin, je ne sais pas, mais je crois qu'ils ont peut-être dormi, mais en tout cas pas bien. Et je pense à l'histoire de l'agencement. Je pense aussi, finalement, notre Selfidor, là, il se met à la place de la loi. Il veut être à la place de la loi. Et dans les rapports humains, on a tous été l'objet, à un moment ou à un autre, de quelqu'un qui vous faisait effraction. Et donc là, on a tous à un moment ou à un autre été confrontés à la question de l'agencement. C'est-à-dire ça, bon, et qui au fond, c'est le respect de la distance. Il y a quelque chose comme ça qui me semble très important. Et puis je repensais aussi à la question de l'imaginaire et de l'imagination. Je me souviens de la plaidoirie de Robert Badinter pour la peine de mort, et disant aux jurés, voilà, cet homme qui est devant vous, eh bien, vous allez le couper en deux. Et tout d'un coup, ce qui était une abstraction est devenu quelque chose de concret, est devenu une réalité. C'est pour ça que la question du langage, c'est quelque chose qui me semble très important. Et je m'inquiète beaucoup, parce que je vous avais parlé du capital linguistique de notre Selfidor. Si vous voulez, je pense que il ajoute au malheur du monde, cette pauvreté, voilà. Mais je voulais vous poser la question sur l'agencement, parce que ça me semble être quelque chose... C'est comment faire pour vivre avec les autres, sans faire effraction, et en étant dans le respect. Il me semble, je ne sais pas si la loi... Voilà. Merci beaucoup de ces deux questions. Alors, vous avez parfaitement raison sur cette intuition de la distance qui est nécessaire pour le respect et donc le vivre ensemble, qui n'est pas fusionnel. Voilà. Anna Arendt, la philosophe qui a théorisé ça, Anna Arendt, je n'ai plus la référence en tête, mais elle dit ça quelque part, que la vie en société suppose une certaine distance. Alors, l'inverse, c'est la fusion. Alors, la fusion amoureuse, oui, à certains moments, mais même le droit se défie un peu de ça. Il n'est pas contre les moments de fusion amoureuse, mais ce duo, qui devient parfois des duels, met une juste distance aussi, avec le respect des personnes. Le contre-exemple, c'est celui du droit nazi. Pendant une dizaine d'années, il y a eu du droit nazi, qui était avec comme Carl Schmitt, ses théoriciens, et puis ses tribunaux, et puis hélas sa police et sa pratique. Il faut lire le beau livre d'Olivier Jouanjean sur le droit nazi, et ce qui montre bien, c'est que c'est un droit de la fusion. Le Führer, c'est littéralement la tête du corps dont nous sommes les cellules. Et on ne comprend rien au droit nazi si on ne voit pas cette espèce d'abolition complète des frontières du je dans le nous collectif. Et alors on comprend que soit rejeté que tout ce qui n'est pas compatible ou jugé compatible avec cet organisme. Donc c'est un droit organique en quelque sorte. Voilà. Alors, oui, Selfidor, vous le reformulez bien en disant la loi c'est lui. Il se met à la place de la loi. Alors ça, c'est rigoureusement la formule de la perversion au sens
psychanalytique du terme. J'ai écrit chez Odile Jacob un livre entier sur Sade. Sade, c'est la perversion. Les 3000 pages de la Pléiade de l'écriture de Sade, bien sûr il y a les chapitres pornographiques, mais il y a au moins autant de chapitres de théorisation de la loi. Il n'arrête pas de jouir du fait qu'il est la loi. Le grand pervers, le grand sadique, est quelqu'un qui est totalement incapable de concevoir la position du tierce, et le rapport social pour lui ne peut être qu'un duel dans lequel il impose sa marque sur le corps de l'autre, et finalement son corps à lui aussi. Il sera entraîné dans cette folie. Donc vous avez parfaitement raison, c'est ce que je veux suggérer. Le grand pervers se met à la place de la loi, et c'est une folie évidemment, parce que c'est tout à fait inhumain. Et enfin, j'ai bien aimé votre... Non, après, il y a la question du langage. J'ai bien aimé votre première intervention sur la place de tout le monde dans l'arche. On m'a déjà dit aussi, oui, mais les poissons, ils n'avaient pas besoin d'aller dans l'arche parce que le déluge, ils survivent en nageant en dehors du bateau. Mais j'ai bien aimé votre remarque parce que ça montre la fécondité du conte. Le conte met notre imagination en branle. Et donc, je ne vais pas dire que j'ai eu raison. L'important, c'est que tout le monde se mette à réfléchir. Et ça me permet de placer une des belle phrase que j'emprunte à mon maître à penser, le philosophe français Paul Ricoeur, qui a dit la métaphore, le symbole, le récit donne à penser. Et ça, c'est la devise de toute ma démarche. Donc, au départ, il y a de l'imaginaire, une donation symbolique, et puis après, nous sommes homo sapiens. Nous commençons à élaborer des raisonnements. Et les deux sont importants. Mais il faut qu'il y ait une étincelle de type imaginaire. Voilà. Et alors, je crois que sur la question du langage, oui, nous sommes d'accord, il faut absolument défendre comme une conquête démocratique la rigueur du langage. Et quand on n'a plus les mots et les nuances pour s'exprimer, on se tape sur la figure. Et j'avais lu un beau témoignage d'une courageuse professeure, une dame qui donnait des cours de français dans des quartiers difficiles, comme on dit, et qui continuait contre vents et marées à enseigner La Fontaine, Molière, et on disait mais tu es folle, c'est plus comme ça qu'on parle. Pas du tout, c'est précisément grâce à la maîtrise du langage qu'on parvient à surmonter la violence. Une dernière question. Oui, bonsoir et merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais savoir quelle est la place que vous faites, ou si vous faites une place à la réflexion que Pascal a sur la justice et sur le droit, lorsqu'il dit n'ayant pu faire que le juste fut fort, on n'a fait que le fort fut juste. Et j'ai pensé, justement, quand vous avez fait dire au lion à la fois la position, on pourrait dire, des sophistes de Protagoras sur la loi naturelle, mais que vous lui avez aussi, le lion devient défenseur de la propriété privée, dans laquelle on peut voir effectivement les droits de l'homme et du citoyen qui sont essentiellement tournés sur la propriété privée. Et Marx va faire une critique, justement, des droits de l'homme en disant, voilà, finalement, des droits à l'avantage de la bourgeoisie, donc du plus fort. Et je me demandais si finalement la force n'était pas dans les mythes, l'image effectivement, selon le mythe, c'est aussi la façon de dire voilà comment c'était avant, la coutume, et le plus fort n'est-il pas celui qui fait triompher une image finalement de coutume qui s'imposerait en fait. Merci de votre question. Je ne suis pas certain que je pourrais rendre justice à tous les aspects que vous avez dit. Je crois que nous serons d'accord pour dire que les droits de l'homme ne se réduisent pas à la propriété privée. C'était la critique de Marx qui dénonçait les droits de l'homme en disant que tout ça c'était une affaire de bourgeois qui défendaient leurs privilèges. Je crois que la fécondité des droits de l'homme et la suite de l'histoire ont montré qu'il y avait autre chose aussi dans les droits de l'homme. Pour moi, les droits de l'homme, c'est fondamentalement la défense de la dignité de la personne. Et la propriété privée peut y contribuer, mais dans des limites. Voilà. Et c'est sûr que l'on a trop souvent conjugué les droits de l'homme à la sauce exclusive du droit
droit de la propriété privée, mais ça ne doit pas déclassifier, disqualifier les droits de l'homme, pour autant qu'on les assortisse. Moi, j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus, de leur pendant qu'est la responsabilité. Moi, responsabilité face cachée des droits de l'homme. Ne vous demandez pas toujours ce que la France peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la France. Une société bien organisée repose autant, comme le disait Gandhi, sur le devoir assumé que sur le droit revendiqué. Voilà. Donc ça, c'est une première question. Alors, Pascal, donc c'est un peu le réalisme. On trouve ça chez Montaigne aussi, chez tant d'autres. L'idée que la légitimité de la loi, c'est surtout qu'elle s'impose, qu'elle représente l'ordre, et l'ordre vaut mieux que l'anarchie, mais cet ordre est lui-même souvent très inégalitaire. Voilà. Et donc on doit s'accommoder en quelque sorte de l'existence de la loi, parce qu'au moins elle nous préserve de l'anarchie. Mais quand on creuse un peu, on voit bien que l'ordre légal est souvent inégalitaire et donc violent. Donc moi je pense que c'est sain de partir de ce point de départ, mais ce n'est pas une raison pour se détourner du droit, se décourager du droit. Je vais vous faire un aveu personnel, puisque nous sommes entre nous. Moi j'ai commencé mes études de droit en 1970, au lendemain de mai 68. Et dans les facultés de droit les plus éveillés d'entre nous, on lisait Bourdieu, Foucault, toute la French Theory, et avec Foucault, on pensait que le droit était langage du pouvoir. Langage du pouvoir. Franchement, 50 ans plus tard, je me dis que le droit n'exerce plus la centralité du contrôle social. C'est peu de le dire. Que reste-t-il de l'état de droit aujourd'hui? Dans l'ordre interne, combien de condamnations des tribunaux ne sont pas exécutées par nos États? Et dans l'ordre externe, encore pire, c'est le langage du pouvoir. Partout, l'actualité nous le montre aujourd'hui, la régression du multilatéralisme, tant de choses. Donc, le droit n'a plus sa centralité, et donc croire au droit, c'est faire preuve de contestation et de jeunesse. Et je suis heureux que les plus jeunes d'entre nous fassent appel aux tribunaux, par exemple, dans les affaires climatiques, pour dénoncer la négligence de nos États. Et les juges suivent. Et alors on a une sorte de conflit interne au droit entre les institutions. Je veux dire que le juge condamne et l'exécutif dit, écoutez, vous en demandez trop, on n'a pas l'argent, les Chinois ne font pas comme nous, on a d'autres priorités, c'est la guerre, etc. Donc, vous voyez bien, le droit n'est plus seulement le langage du pouvoir. Parfois, le droit est le langage de la contestation du pouvoir. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Bien, je crois que nous allons dire merci à M. François Host et dire tout le bien que nous pensons du droit. Voilà.